y a un monsieur qui fait des grands il y a toujours ça. Il y a des places Moins là. probable. Ou je vais aller au bout, moi je serais bien au bout.
a cappella dans cette Mes chers collègues, nous poursuivons l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Hier soir,
nous avons débuté la discussion des amendements à l'article 1. Monsieur le rapporteur, peut-être souhaitez-vous intervenir avant que nous passions au vote des amendements de suppression de cet article qui était présenté hier soir. Merci Monsieur le Président. Oui, donc, déjà, chers collègues, ravi de vous retrouver pour ce deuxième jour d'examen et merci pour cette suspension hier pour nous permettre de remettre un peu d'ordre dans ces premiers articles. Je vais faire un rapide historique de ce qui s'est passé, comme ça tous les collègues seront parfaitement... c'est bon là, c'est mieux ? Parfait, excusez-moi. Donc, pour rappel, un petit historique sur l'article 1. Donc, dans sa version initiale, l'article 1 composait 4 dispositions de rationalisation. La première, c'est l'amélioration du partage de l'information. Une deuxième, sur la possibilité de pouvoir rejeter la demande au cours de la phase d'examen et non seulement à l'issue de celle-ci. La troisième, c'était la suppression des certificats de projet. Et la quatrième, c'était la suppression de la possibilité pour les préfets d'organiser une enquête publique en lieu et place d'une PPVE. Pendant la lecture du Sénat, les sénateurs ont établi 5 choses. La première, c'est qu'ils ont supprimé la disposition numéro 4 sur donc du coup la possibilité pour les préfets d'organiser une enquête publique. Ils ont ensuite ventilé les 3 autres dispositions dans 3 articles distincts. Troisièmement, ils ont rajouté une disposition pour raccourcir la durée de la phase d'examen de 4 à 3 mois. Une quatrième disposition, ils ont rajouté une clarification sur la durée de l'enquête publique pour la maintenir à 30 jours stricts. Et enfin, ils ont réduit à 15 jours le délai de remise du rapport du commissaire enquêteur de pouvoir remettre le rapport contre 30 jours aujourd'hui. Ce qui s'est passé suite à la suspension de séance, c'est-à-dire que comme les sénateurs ont retiré des dispositifs pour les ventiler sur d'autres articles du texte, et comme nous souhaitions porter des amendements de suppression à l'intérieur de cet article 1 de 2 dispositions qui ne nous allaient pas, comme cela vous a été clairement indiqué, effectivement, il ne restait dans cet article 1 qu'une seule des toutes les dispositions possibles et inimaginables à envisager. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce que nous avons fait en concertation avec les différents groupes, c'est de remettre au sein de cet article 1 l'ensemble des dispositions. C'est la manière dont je l'ai réécrite, et qu'on puisse ensuite, via des sous-amendements ou via des amendements existants, puisqu'on a fait uniquement un ajout de disposition, donc il n'a pas fait tomber les autres amendements, pouvoir nous permettre de nous concentrer, entre guillemets, disposition par disposition. Ça permettra d'avoir beaucoup plus de clarté, de rationaliser le texte, et donc du coup d'être beaucoup plus lisible et efficace, comme il en a été communément accordé hier. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais préciser sur ce point-là. Avant d'arriver, donc du coup, les conséquences de cela, ce serait donc du coup de pouvoir retirer les amendements de suppression, notamment de Madame Bateau, et redire ici les engagements qui sont les nôtres, donc notre attention, de voter l'amendement CD 971 de Monsieur Millienne, qui reviendra, en tout cas on donnera un avis favorable, cet amendement-là, qui reviendra à 4 mois pour la durée de phase d'examen, et ensuite également un avis favorable pour les amendements de M. Vulfranc et de Mme Bassir, donc les CD 486 et CD 330, pour revenir au délai de 30 jours pour la remise du rapport du commissaire enquêteur. Voilà, normalement, tout ça vous avez été envoyé par mail aux différents responsables de texte. C'est censé être lisible et pour poursuivre donc la discussion qui commencerait donc du coup par retirer les 2 amendements de suppression pour pouvoir avoir ce débat sereinement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. La ministre Bateau souhaitait prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc merci effectivement des échanges qu'on a eus hier permettant de mieux comprendre les intentions des uns et des autres. Dans les dispositions de l'article 1er, il y a un des points qui nous posait un problème était celui des dispositions de l'alinéa 3 réduisant le délai d'examen, la phase d'examen de l'autorisation environnementale, disposition qui nous posait problème d'abord parce qu'il y a d'abord un problème
de nombre d'agents disponibles pour faire le travail. Ça renvoie aux moyens du ministère de l'écologie. Et puis, notre collègue Lisa Bellucco avait très bien démontré en quoi, en fait, de réduire les délais allait être contre-productif à cause de la règle du silence vaut rejet. Donc, nous remercions le rapporteur de rejoindre ce point de vue, ce qu'il a exprimé dès hier. Il nous reste dans les dispositions de l'article 1 deux problèmes. Ce qui concerne l'enquête publique, on en discutera dans quelques instants. Et moi, je reste gênée par le grand 2 en ce qui concerne les sites Céveso. Donc, on y reviendra plutôt en séance parce qu'on n'a pas pu faire d'amendement sur ce point. J'avoue qu'au final, je vois pas trop, en fait, qu'est-ce qu'apporte l'ensemble de l'article premier tel qu'il va résulter probablement des débats. En tout cas, je retire l'amendement de suppression au bénéfice des amendements CD 160 et CD 931 sur la question de l'enquête publique. Merci. Monsieur Morin. Oui, merci Monsieur le Président. Après une quête de compréhension de l'architecture générale de cet article premier, je salue pour une fois cette volonté finalement de remettre des garde-fous procéduraux dans les projets d'énergie renouvelable. Et en effet, après mûre réflexion, il me semble que la réécriture proposée par le rapporteur est équilibrée, donc nous y serons favorables. Vous auriez d'ailleurs même pu mentionner que l'amendement CD 971 de M. Millienne est connexe à l'amendement CD 250 de M. Meurin. Monsieur Vulfranc. Merci, Monsieur le Président. Moi, je maintiens. J'ai développé hier soir une argumentation où je dis qu'en gros, le panier est plein d'un côté puis il est vide de l'autre. Le panier est plein pour effectivement épauler les opérateurs dans leur démarche d'installation de projets vis-à-vis des tiers, notamment vis-à-vis des acteurs locaux. Je maintiens cet avis général sur la trajectoire non seulement de cet article, mais d'un certain nombre d'articles qui suivent. Et dans la mesure où mon téléphone devait être... il faut dire que c'est un téléphone de RDA 1995, devait être bloqué, je maintiens mon amendement en tenant compte de ce qui a été dit tout à l'heure sur les articles, sur les amendements suivants. Mais je le maintiens. Très bien. Monsieur le rapporteur, pour terminer, et après on met aux voix. Oui, juste Monsieur Morin, comme pour préciser, je n'ai pas mentionné votre article parce qu'en fait l'exposé sommaire indique qu'il y a une confusion sur enfin, il n'a pas été posé au bon endroit. Donc si vous relisez votre exposé sommaire, c'est pas du tout sur le dispositif concerné. Très bien. Donc, si on résume, le CD 145 de Madame Bateau a été retiré. Il reste l'amendement 487 de Monsieur Vulfranc. Je propose de mettre aux voix cet amendement CD 487. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Discussion commune. Avec des amendements identiques. Amendement 717 présenté par Monsieur Lovisolo. Merci Monsieur le Président. Cet amendement est visé à rendre les dispositions transitoires définitives en fait. Mais je crois que l'article 1 a été réécrit ou modifié, a évolué, et que la réécriture répond finalement au contenu de l'amendement. Très bien. Monsieur Delautrette. Même chose, compte tenu de la réécriture de l'article, cet amendement n'a plus lieu d'être. Monsieur, donc du coup il est retiré? Vous le mettez au... D'accord. Il est retiré. Monsieur Lovisolo, vous avez retiré votre amendement, très bien. Monsieur Thiebaud. Thiebaud, Madame Violent. Non. Ben, cet amendement tombe. Et enfin, amendement en discussion commune, le CD 651 présenté par Monsieur Morin.
C'est bon, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. L'idée, c'est de réduire le bénéfice des procédures accélérées de 4 ans à 1 an, pour faire court. Il peut être bien de mettre un garde-fou supplémentaire, c'est-à-dire faire une étude sur 1 an de la qualité d'étude des dossiers sur 1 an et d'avoir un échantillon plus réduit pour mieux l'analyser en termes d'impact sur la biodiversité, sur l'acceptation et l'acceptabilité ou la désirabilité selon la sémantique choisie des projets d'énergie renouvelable. L'idée, c'est vraiment de mettre un garde-fou et de réétudier la question au bout de 12 mois sur cette simplification des procédures. Il en va finalement de la compétence du législateur de réétudier cette question au bout d'1 an. Merci. Merci, très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement. Bon, du coup, ça nous obligerait à revoter un peu chaque année toutes les lois qu'on vote au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est pas tout à fait soutenable. L'idée initiale de l'amendement était d'avoir. Donc, on a une période là de 48 mois devant nous complexe sur lequel on veut avoir ces mesures dérogatoires. Par ailleurs, étant donné que les projets, comme vous le savez, c'est tout le but de ce texte de loi, ne dure pas 1 an. Pour avoir vraiment du recul sur leur efficacité, ça nécessite d'avoir un peu de matière temporelle, quoi, parce qu'effectivement les délais d'instruction durent plus d'1 an, donc c'est pour ça aussi que ces 48 mois sont logiques. Voilà, défavorable. Madame la ministre. Défavorable. Monsieur Morin. Très rapidement, je ne pense pas qu'il faut avoir peur de la représentation nationale. Si un texte revient devant la représentation nationale ou un bilan d'étape revient devant la représentation nationale pour faire une étude des premiers dossiers avec un rapport du gouvernement sur tous ces dossiers, je vois pas la difficulté. Moi, je suis demandeur que dans 1 an, on nous fasse un bilan positif, des points positifs et négatifs de ces différents dossiers. Ça me paraît être la moindre des transparences à l'égard des élus. Monsieur le rapporteur. Oui, je reviens juste sur cette question parce qu'elle sera rediscutée. Il y a des amendements un peu. On y reviendra sur ce texte. Il y a des rapports qui existent, comme dans toute loi. Il y a un rapport d'application qui sera fait au bout de 6 mois et un rapport d'évaluation au bout de 3 ans. Donc c'est tout à fait dans votre travail, dans notre travail de parlementaire, d'avoir une évaluation de cette loi, à la fois de son application et de son évaluation. Donc ça ne sert à rien de rajouter des choses qui sont déjà satisfaites. Madame la ministre. Oui, j'ajoute que à partir du moment où nous sommes tous conscients qu'un projet, par exemple de photovoltaïque, prend 5 ans, et même en divisant par 2 la durée du projet, ça fait 2 ans et demi. Donc vous voyez bien que ce n'est pas compatible avec la proposition que vous faites, puisqu'il faudrait se mettre à avoir un projet de loi en septembre avec 6 mois de recul, puisqu'il y a le temps aussi de l'adoption de la loi. Donc en fait, c'est pas praticable, et je pense que ça fait partie des mesures qui visent en réalité à empêcher d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Donc c'est un avis défavorable. Très bien. Dans cette discussion commune, il ne reste plus que ce CD 651 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement 1104 présenté par monsieur le rapporteur. C'est bon. Rédactionnel. Madame la ministre. Favorable. Je mets aux voix l'amendement CD 1104 de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Amendement 1251 présenté par monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc c'est l'amendement qui a été réécrit cette nuit et qui vous a été présenté donc à tous les groupes, qui a été envoyé par mail. Donc il revise à réintégrer dans l'article 1 3 dispositions qui étaient dans le projet initial de loi. Le premier, c'est extrêmement important et ça a un impact très fort, c'est la faculté de pouvoir rejeter la demande d'autorisation environnementale au cours de la phase d'examen et non pas seulement à celle-ci, à l'issue de celle-ci, pardon. C'est assez simple en fait à comprendre, c'est-à-dire que quand il y a des projets qui sont vraiment en dehors des clous, aujourd'hui la loi oblige d'attendre la fin des 4 mois réglementaires pour pouvoir dire aux porteurs de projet vous êtes complètement en dehors des clous. Donc ça laisse une souplesse quand le projet est vraiment a aucune chance d'être accepté, de pouvoir revenir plus tôt vers le porteur de projet et donc lui dire de retirer et donc de redéposer un dossier qui a une autre chance, ou en tout cas
n'y a pas ces problèmes-là. Le deuxième, donc, c'est sur l'amélioration des modalités de l'information du public par la mise en ligne de l'ensemble des documents sur le site internet de l'autorité compétente pour instruire le dossier. Et le troisième, c'est sur la suppression du certificat de projet. Donc le certificat de projet, c'est une disposition qui existait donc avant la phase d'examen, qui a été mis en fait en place au moment où on a créé cette procédure unique qui a été donc du coup à peu près utile à ce moment-là. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul, ça fait 5 ans, c'est un dispositif qui est très peu utilisé et qui justement vient alourdir inutilement à notre sens et dans le sens des services, le travail des services parce que c'est très chronophage, alors que c'est un travail qui peut être aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour que les porteurs de projets puissent faire ce travail-là de leur côté et pas encombrer les services avec cela. Donc voilà les 3 dispositions que nous vous proposons de réintégrer, et voilà. Madame la ministre. Il faut que quelqu'un coupe son micro. Oui, c'est bon. C'est un avis favorable. Je crois que l'amendement a été assez longuement expliqué et je confirme que le gouvernement soutiendra aussi les amendements qui permettent de revenir à une phase d'examen de 4 mois et pas de 3 mois s'agissant de l'autorisation environnementale. Et de même, les enquêtes publiques auront une durée exactement de 30 jours et ne peuvent être prolongées. Donc, on reprend les éléments, je dirais, du texte initial avant le Sénat. Merci Madame la Ministre. Je mets donc aux voix cet amendement CD 1251. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Amendement identique, amendement CD 250, présenté par Monsieur Meurin. Oui, écoutez, amendement défendu. Oui. Monsieur Millienne, amendement CD 971. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai presque envie de dire rédactionnel, mais je ne vais pas le faire. C'est de l'amendement dont on vous avait parlé tout à l'heure qui rétablit le délai à 4 mois. Donc on rétablit le droit actuel que le Sénat avait réduit à 3 mois. Voilà, tout simplement. Monsieur le rapporteur. Oui, favorable pour les raisons évoquées précédemment. Favorable également. Et si je ne m'abuse, si nous adoptons ces amendements, ils feront tomber les amendements suivants pour reprendre la discussion sur l'amendement CD 160 de la ministre Bateau. Donc je mets donc aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés. Amendement CD 160 présenté par Madame Bateau. Défendu avec un argumentaire qui va être brillamment exposé par Lisa Bellucco. Très bien. Donc je présume que c'est lors de la présentation du CD 931. En attendant, on va laisser la parole à Monsieur Lenné. Amendement CD 337. Oui, merci Président. Oui, il s'agit de supprimer les alinéas 4 à 6, qui proposent une réduction des délais d'enquête et l'impossibilité pour le commissaire enquêteur de prolonger de 15 jours. Bon, il y a déjà eu des reculs en matière de participation du public sous le précédent mandat. Et puis encore plus récemment, il y a le décret du 29 octobre 2022 qui réduit à 2 mois la possibilité pour les recours. Bon, on rappellera quand même que la convention de Aarhus insiste sur cette idée que la participation du public est essentielle. Et par ailleurs, c'est aussi l'enseignement de la CNDP qui insiste sur le fait que plus la participation du public est de qualité, et moins finalement on a de recours à la fin. Donc c'est plutôt un gage de développement des ENR au final. Donc voilà pourquoi on présente cet amendement. Très bien. Amendement CD 931 présenté par Madame Bellucco. Merci Monsieur le Président. Alors l'enjeu ici... Donc on a bien compris que l'alinéa 6, vous accepteriez sa suppression, donc peut-être inutile de revenir dessus, mais c'est l'alinéa qui précisait qu'on laissait que 15 jours au commissaire enquêteur pour envoyer son rapport sur des grosses enquêtes publiques, c'est trop peu. Donc le bon sens voudrait de revenir à 30 jours avec une possibilité de dépasser un peu. Considérant les alinéas 4 et 5, l'objectif est de limiter l'enquête publique à 30 jours et de ne pas laisser la possibilité au commissaire enquêteur de la rallonger en fonction du contexte, le cas échéant. En fait, ces situations arrivent très rarement,
Mais quand elles arrivent, c'est une soupape de sécurité pour le commissaire enquêteur parce que des habitantes et habitants lui ont mis la pression pendant l'enquête publique ou considèrent que l'information du public n'a pas été faite correctement sur la date d'ouverture de l'enquête publique. C'est ce type de petits loupés qui permettent, plutôt que de relancer une nouvelle enquête publique, qui permettent de laisser la main au commissaire enquêteur pour dire bon, je rallonge de quelques jours. Ici, comme ça, tout le monde est OK, a le temps de déposer ses avis et ses observations au registre, et puis l'enquête peut finir à 35 jours ou 40 jours au lieu de 30 jours. C'est vraiment une soupape. Il n'y a pas un enjeu d'accélération sur ce type d'amendement. Nous pensons par contre que ça peut être un petit peu pénalisant pour les commissaires enquêteurs s'ils n'ont plus cette soupape en cas d'enquête un peu tendue ou en cas de défaut d'information du public sur la date d'ouverture de l'enquête. Et donc, nous proposons de supprimer les alinéas 4 et 5. Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc effectivement, l'alinéa 6, je le sors du champ, comme l'a précisé Madame Bellouco, parce qu'on sera favorable à l'amendement qui le supprimera. L'amendement 4 et l'amendement 5, l'idée est aussi de préserver le travail des sénateurs qui ont voulu, on va dire, expliciter de manière dans la loi le fait que cette enquête publique dure effectivement 30 jours, ce qui, comme vous l'avez rappelé, est à l'immense majorité des cas, le cas. Du coup, nous pensons préserver cette disposition-là qui nous semble être conforme à l'usage. C'est pour ça qu'on sera défavorable à l'amendement dans l'ensemble, tout en redisant encore une fois que la disposition qui, pour le coup, est vraiment très impactante, qui est l'alinéa 6, pour le coup, on votera favorable à l'amendement de M. Vuffrand. Madame la ministre. Je vais reprendre l'argumentaire de monsieur le rapporteur. Donc, avis défavorable et effectivement, on votera un avis favorable à l'amendement évoqué à l'instant. La parole est à Charles de Courson. Mes chers collègues, quelle est la sanction d'un commissaire enquêteur qui ne respecte pas le délai pour déposer son rapport? Moi, j'ai eu des cas. À ma connaissance, je crois qu'il n'y en a pas. Donc, bon, c'est sympathique notre discussion, mais fixer des règles sans sanction, c'est... Bon, ouais, bon. Enfin, je me permets de souligner cela. Il faut bien voir que s'il ne remet pas dans les délais, vous n'allez pas mettre une sanction qui est qu'il faut recommencer la procédure. Alors là, attendez. Ouais, quelle sanction en cas de non-remise? Moi, j'ai vu des cas, on était en plein été. Ah bah, il a dit, le commissaire enquêteur, j'ai quand même le droit de prendre des vacances. Hein, bon. Et donc, je rendrai ça à la rentrée en septembre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ouais, c'est une question. Je ne sais pas ce qu'en pense le rapporteur et Madame la ministre. Est-ce qu'elle envisage de mettre une sanction en cas de non-respect des délais? On va prendre différentes prises de parole et puis le rapporteur et la ministre vous répondront. Emmanuel Maquet, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on touche un moment important de notre débat qui a repris depuis tout à l'heure, puisque vous parlez d'accélération, mais on a souvent parlé aussi hier soir d'acceptabilité. Et l'acceptabilité, c'est forcément la qualité de l'enquête publique et forcément le respect aussi des délais nécessaires pour bien comprendre un dossier comme ceux qui sont soumis aux enquêtes publiques. Et Dieu sait que ces dossiers sont compliqués. Ils ne sont pas forcément spontanément accessibles par tout à chacun. Je pense que pour ceux qui ont eu la chance, vous savez que ce n'est pas forcément mon point de vue, mais enfin, en tout cas, qui ont dû se plonger dedans, c'est particulièrement compliqué. Donc, ce n'est pas un gage de perte de temps, bien au contraire, puisque ce n'est pas de 15 jours que le délai sera décalé qui va nous faire perdre de temps et risquer de faire échouer l'opération et en quelque sorte de jouer davantage la concertation. Et on en a suffisamment parlé hier pour ne pas devoir la comprimer aujourd'hui. Si ces amendements n'étaient pas votés, je pense qu'on serait dans une logique où on crisperait davantage encore nos concitoyens à l'idée de ne pas être suffisamment concertés. C'est la raison pour laquelle on soutiendra plutôt ces amendements. La parole est à Madame Bellouco. Oui, merci. Je sais que vous n'aimez pas la loi bavarde, et là, on vous propose de supprimer 2 alinéas supplémentaires de ce texte qui n'auront aucun effet d'accélération, mais qui, par contre, sont quand même des garanties pour des cas très ponctuels d'une meilleure concertation, d'une meilleure participation du public et puis d'une garantie un peu de sécurité, si je puis dire, pour le commissaire enquêteur qui parfois se retrouve dans des situations
un peu tendu dans les cas de projets d'énergie renouvelable. Et c'est vraiment, je le redis, une soupape pour lui, cette possibilité de rallonger un peu l'enquête publique. Donc, je me permets d'insister. Je pense qu'il n'y a pas d'enjeu d'accélération là-dessus. Je pense qu'on éviterait d'alourdir le texte en supprimant ces alinéas. Et je crois que c'est une soupape très souhaitable et salutaire pour les commissaires enquêteurs dans certaines situations particulières. La parole est au député Brun. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Moi je voudrais rebondir sur l'amendement de Madame Bateau qui retire le 145 mais qui défend cet amendement 160. D'abord pour le plaisir de nous rappeler le combat commun que nous avons livré au sein de cette commission pour tordre le cou au gaz de schiste. Et si j'emploie ce terme aujourd'hui, c'est que à l'époque on l'a fait avec le ministre Nicolas Hulot, et quand je vois la tournure du débat énergétique sur les énergies fossiles, je me dis que nous avons été bien inspirés de nous battre à cette époque. Et dire sur cet amendement qu'en effet, la durée de l'enquête publique paraît particulièrement courte dans le projet de loi qui nous est présenté ici, et que les arguments d'acceptabilité développés par mon collègue Maquet sont tout à fait en effet importants. Et enfin, la parole est à Monsieur Morin. Oui, mêmes arguments, mais très rapides. Il y a quand même parfois des contradictions chez les écologistes entre des volontés de défendre la biodiversité, de défendre la concertation citoyenne. Mais là, en fait, ça revient à annihiler complètement cette concertation citoyenne. En effet, moi, en 15 jours, j'ai pas le temps de me plonger dans un dossier qui fait des dizaines et des dizaines de pages qui sont très techniques, a fortiori avec une consultation uniquement électronique. Moi, je pense aux personnes âgées, aux citoyens, voire aux élus locaux. Cet amendement est tout simplement en réalité la possibilité quasiment de supprimer l'enquête publique. Donc évidemment c'est non seulement démesuré mais clairement à mon sens de la folie. Tous les collègues ont pu s'exprimer sur ces amendements. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Je suis juste rassurer Monsieur Morin, il y a évidemment des résumés et on ne demande pas aux citoyens de lire dans le détail l'enquête publique. Ça n'enlève rien aux autres arguments qui ont été exprimés, mais je vous invite à regarder pour de vrai un vrai dossier. En général, on ne prend pas après la ministre. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques, en sachant que si ces amendements étaient adoptés, ça ferait tomber les amendements suivants jusqu'au 1108 du rapporteur. Je mets donc aux voix ces amendements. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est du 17 contre 17, donc ces amendements sont rejetés. Amendement CD 538 présenté par Monsieur Maquet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, il s'agit là encore de revenir sur la durée de l'enquête publique qui doit, de mon point de vue, rester de 30 jours au minimum et non pas limité à 30 jours. Hein. C'est le même argumentaire que celui que j'ai précédemment développé pour vous rappeler que l'acceptabilité, qui est une recherche que vous cherchez, enfin qui vous motive dans ce texte, ne peut pas se faire au détriment de la qualité du débat public et limité à 30 jours. Ça dirait à l'encontre de vos propres objectifs et de vous rappeler que ce n'est pas les retards de plusieurs mois qui se jouent au travers de cet amendement et cela ne va pas, ça risque de crisper davantage les habitants qui ont un droit à l'information et à digérer l'information plutôt que de se précipiter comme le texte nous le permettrait. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Oui. Ça va me permettre de rappeler un peu quand même pourquoi on en arrive à discuter de cet article. Vos collègues du Parti Les Républicains au Sénat ont fait voter en commission la réduction de ce délai de 30 à 15 jours. Donc je tiens juste à savoir pourquoi on discute de ces trucs-là. Donc les Républicains au Sénat ont voulu diviser par deux le temps d'enquête publique. Donc aujourd'hui, non mais je préfère le préciser quand même, je pense que c'est important pour que tout le monde puisse comprendre.
Ensuite, aujourd'hui, le temps de ces enquêtes publiques, il est extrêmement codifié. Ça dure 30 jours. Donc, la position sur laquelle on a atterri derrière, et heureusement grâce à Madame la Ministre au Sénat, c'est de dire, en fait, on met dans la loi la réalité des faits, c'est-à-dire 30 jours. Donc, on ne limite pas ou on ne réduit pas. On reste à droit constant. On a juste précisé que c'était 30 jours. Donc, pour ces raisons-là, avis défavorable. Madame la Ministre. Oui, avis défavorable également. Je mets donc aux voix l'amendement CD 538 qui est pour. Qui est contre? 18. L'amendement est rejeté. Amendement CD 327, présenté par Madame Bassir. Alors attendez, juste, est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Pardon. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, travaillé avec la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, consiste à fixer à 30 jours la durée minimale pour permettre aux commissaires enquêteurs de retourner sur le terrain, recueillir les observations et les points particuliers soulevés pendant l'enquête. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est exactement le même, en fait, juste dans une rédaction différente, donc défavorable. Madame la Ministre. Oui, formulé autrement, mais même intention, donc avis défavorable. Je mets donc aux voix l'amendement CD 327 qui est pour. Qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 486 présenté par Monsieur Villefranc. Non, il passait pas. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Non, il n'est pas en discussion commune. Favorable. Alors, favorable. En sachant que s'il est adopté, il fera tomber le CD 330 de Madame Bassir. Je mets donc aux voix cet amendement CD 486 qui a reçu un avis favorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? On vote tous pour Villefranc. Qui est contre? L'amendement est adopté. Bravo, bravo, chers collègues. L'amendement CD 330 tombe. Amendement CD 1108 présenté par Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Favorable. Je mets aux voix l'amendement CD 1108 qui est pour. Qui est contre. L'amendement est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement identique. Amendement CD 385 présenté par Madame Trouvé, Monsieur Amar. Madame Guettet. Merci Monsieur le Président. Alors c'est un amendement qui vise à préciser la liste des activités et des opérations qui sont concernées par les simplifications envisagées dans cet article 1 pour s'assurer que ces activités seront bien favorables à la transition écologique, puisqu'on a peur aujourd'hui que le périmètre d'application possible soit trop large vu le contenu et l'imprécision de la formulation. Par exemple, aujourd'hui, ça pourrait tout à fait s'appliquer à la catégorie des installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou opérations mentionnées à l'alinéa 12. Et donc, s'appliquer à des projets de modification industrielle qui n'ont aucun lien avec la transition ou la bifurcation écologique. Donc on voudrait éviter des dérives, se centrer sur l'objet de cette discussion aujourd'hui qui est bien la transition énergétique et limiter le champ d'application potentiel. Et c'est un amendement, je le précise, qui a été travaillé avec la LPO. Amendement CD 969 présenté par Madame Bellouko. Je vais laisser mon collègue Nicolas Thierry présenter l'amendement identique. Avec plaisir. La parole est à Monsieur Nicolas Thierry. Merci Monsieur le Président. Comme l'a évoqué ma collègue à l'instant, cet amendement précise donc la liste des activités et d'opérations concernées par les simplifications envisagées par l'article 1. Et en effet, avec la rédaction actuelle, le périmètre d'application des adaptations est trop large dans son contenu, il est imprécis dans sa formulation. Et il y a plusieurs alinéas qui prévoient que les simplifications pourront s'appliquer à des productions d'énergie bas carbone. Et en effet, pour éviter de favoriser des installations qui seraient contre-productives avec l'objectif de transition écologique, nous proposons de parler uniquement d'énergie renouvelable et pas d'énergie bas carbone. Très bien, donc vous n'étiez pas co-signataire de l'amendement de Madame Bellouko, mais comme vous avez l'amendement CD 1093 qui arrive juste après, je présume que c'est ce que vous vouliez dire. Très bien.
Merci. On continue dans cette discussion commune. Amendement CD 650 présenté par Monsieur Morin. Amendement de rédactionnel puisque l'article L447-1 du Code de l'énergie n'existe plus. Très bien. Monsieur le rapporteur. Alors, merci Monsieur le Président. En retirant donc le stockage avec du gaz bas carbone, en fait, vous éliminez l'hydrogène produit à partir de nucléaire. Voilà, c'est la conséquence de cet amendement-là. Donc, en fait, je vois un hochement de tête. C'est juste pour la clarté de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on retire du champ de l'hydrogène bas carbone, qui est donc l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire, ce qui est pour nous souhaitable parce que ça contribue à la décarbonation de notre économie, de notre société, plus tard on l'espère de nos moyens de transport. Donc voilà, pour ces avis-là on est défavorable. Quant à l'amendement de M. Morin, le 650, alors c'est un rédactionnel mais pas malheureusement effectif, puisque l'article L447-1 du Code de l'énergie est rétabli par l'article 19 du projet de loi. Donc la référence est à ce titre-là pertinente. Voilà, c'est juste pour votre information. Madame la ministre. Oui, effectivement, cette mention au gaz bas carbone fait référence notamment à toutes les discussions que nous avons sur le paquet gaz dans le cadre européen et sur la directive renouvelable. Et elle concerne bien l'hydrogène qui est produite sur base nucléaire, qui va être essentiel pour décarboner nos industries. Vous connaissez les projets, par exemple, sur la plateforme de Dunkerque, qui s'appuie notamment sur la production nucléaire de Gravelines. Donc, en tout état de cause, ce sera un coup d'arrêt majeur à notre politique de décarbonation industrielle et de maintien des sites industriels type acier, etc. sur le territoire français. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée, c'est un avis défavorable. Il y a un certain nombre de prises de parole. Commençons par M. Vermorel-Marquez. Merci Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, vous ne nous reprocherez pas notre cohérence vis-à-vis du Sénat, puisque nous refuserons de voter cet amendement qui crée une distorsion de concurrence, notamment entre les énergies bas carbone et notamment la question de l'hydrogène. Madame Bellouko. Oui, merci. En fait, on est dans un texte sur l'accélération des énergies renouvelables et ce qu'on aimerait proposer, c'est de rester dans le cadre des énergies renouvelables et de repousser du coup cette proposition au texte nucléaire qui va être examiné en début d'année prochaine. Comme ça, on ne mélange pas tout et là, on parle bien d'énergies renouvelables aujourd'hui sur ce texte. La ministre Bateau. Alors moi, je ne voulais pas du tout interférer dans le débat sur l'hydrogène. J'ai une question de portée plus générale en fait au rapporteur sur les dispositions des alinéas 9 et suivants. Parce qu'en fait, ces dispositions, elles avaient une forme de correspondance avec l'écriture qui était celle du Sénat et qui n'allait pas et qu'on a corrigée. Et que désormais, en fait, avec le nouveau début de l'article 1er, où en fait on dit que les avis sont publiés tout de suite, qu'il n'y a pas le dispositif du certificat de projet et qu'on peut rejeter pendant la phase d'examen. Bon, reste le débat sur l'enquête publique. Je ne vois pas à quoi sert toute la suite en fait là de l'article 1er. Donc si vous pouviez nous expliquer en fait la portée de ce qu'on discute. Parce qu'en fait, si on reste dans le cadre que je viens d'évoquer, il n'y a pas de risque de moins-disant sur les exigences de sûreté, de respect de l'environnement, etc. dans ces dispositions-là. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Avant d'avoir les explications du rapporteur, M. Morin. Oui, vu le propos de monsieur le rapporteur, je retire l'amendement CD 650. Ça me permet quand même de... ici, il est question, en fait, simplement de supprimer, de faire obstacle au déploiement du nucléaire. Et puis, Madame Bellouko nous dit qu'il s'agit simplement de sortir le nucléaire du texte pour le remettre dans le nucléaire, alors qu'en fait, elle a acquiescé tout à l'heure en disant qu'en fait, elle veut mettre un frein au déploiement du nucléaire. Donc, il faut être honnête sur les bancs de la gauche. Vous voulez mettre fin au déploiement du nucléaire, donc il faut le dire, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des positions en la matière, mais il faut être honnête et le dire clairement qu'on veut mettre fin au déploiement du nucléaire. Je sais que c'est votre position, mais dites-le clairement. Au moins, ça permet la clarté des débats et non pas des circonvolutions intellectuelles. Monsieur le rapporteur. Oui, sur la précision, donc en fait c'était dans la structure du texte initial, Madame la ministre Bateau, donc on avait déjà ces dispositions qui étaient établies.
Et ensuite, une précision du champ d'application qui était le grand 2 qui existait déjà. Donc en fait, on reste tout à fait conforme à l'esprit initial du texte. Par contre, le grand 2 a été modifié, il y a eu certaines précisions qui ont été faites par le Sénat, et donc voilà, c'est de ça dont on discute aujourd'hui, mais il n'y a pas d'autres impacts sur la portée du texte. Voilà. Et pour le reste, tout a été dit. Du coup, oui. Madame la ministre, vous vouliez compléter? Oui, alors effectivement, le point soulevé par la ministre Bateau n'est pas infondé parce que c'est une précision qui n'est pas forcément nécessaire. Mais à partir du moment où on se base sur hydrogène renouvelable et hydrogène bas carbone, moi je préfère conserver la rédaction hydrogène bas carbone. Mais ce décret qui va préciser la liste des installations à laquelle s'appliquent les procédures listées au début, on peut s'en passer. Très bien, je vous propose de mettre aux voix les amendements identiques, puisque le CD 650 de M. Meurin a été retiré. Qui est pour ces amendements identiques? Qui est contre? Ces amendements sont rejetés. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement identique présenté par Madame Guettet, peut-être? CD 336. CD 336. Éligibilité des installations industrielles aux adaptations. Monsieur Fournier, je vous en prie. C'est bon? C'est bon. Pardon. Merci, Président. C'est un peu difficile à suivre parce que comme on est dans une salle serrée, on n'a pas pu s'installer. Alors attendez, excusez-moi. C'est Monsieur Lenné, pardon. Pardon, excusez-moi, Monsieur Lenné, je vous en prie. Oui, c'est moi, Monsieur Lenné, qui défend l'amendement déposé par ma collègue Aurélie Trouvé. Voilà, c'est sur, ça porte toujours, alors ça porte sur l'article 12 et là aussi c'est pour préciser la liste des activités qui sont concernées puisque j'ai dit quoi? Article 12, pardon, alinéa 12. Et voilà, parce qu'on voit un risque que s'appliquent ces dispositions à d'autres projets industriels. Et donc, on voudrait que ce soit strictement limité aux activités de production, de stockage, de transport, d'électricité produite par énergie renouvelable. Et là encore, c'est pour la raison pour laquelle on souhaite que le bas carbone soit écarté du texte. Amendement CD 800 présenté par Monsieur Thierry. Merci, Monsieur le Président. En effet, l'alinéa 12 prévoit que les simplifications pourront s'appliquer à des installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou d'équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou opérations mentionnées aux alinéas précédents. Et en effet, la rédaction n'est pas satisfaisante, au minimum trop large, et on propose plutôt de parler d'activités strictement et directement nécessaires au déploiement de la production ou du stockage d'ENR. Ça me semble plus précis et plus sécurisant. Amendement CD 571 présenté par Monsieur Delautrette. Défendu. Amendement CD 572 présenté par Madame Battistel. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise à encadrer de meilleure façon les mesures dérogatoires prévues à l'article 1er. En effet, on craint que cette rédaction floue, trop floue pour nous, ouvre potentiellement la voie à un champ d'application extrêmement large, y compris en faveur de projets contribuant que très peu et de manière marginale aux chaînes de valeur des projets d'énergie renouvelable. Nous proposons donc une rédaction plus précise afin que seules les installations industrielles strictement nécessaires au déploiement puissent bénéficier des dispositions prévues à cet article 1er. Très bien, et enfin l'amendement CD 756 présenté par Monsieur Fournier. Oui, même amendement, même argumentaire. Très bien. Avant de laisser la parole à Monsieur de Courson, avis avant de laisser la parole à Monsieur de Courson, on va laisser Monsieur le rapporteur donner son avis ainsi que Madame la ministre. Oui, alors c'est pas tout à fait les mêmes. Donc sur le CD 336 et le 800, c'est très très défavorable parce qu'on revient au sujet qu'on a eu sur l'hydrogène bas carbone et l'hydrogène renouvelable. Et sur le CD 571, 572 et 756, c'est défavorable aussi. Je trouve que bon, c'est quasiment de l'amendement rédactionnel, mais je trouve que le champ qui est aujourd'hui établi est tout à fait satisfaisant. Ça englobe, c'est l'esprit qui est initial de la rédaction qui est aujourd'hui me paraît tout à fait pas. Je me perds un peu dans mes explications. Je vous prie de m'excuser. 1, 2, 3. Pour moi, la rédaction actuelle de l'article et du 2 est tout à fait satisfaisante, donc je ne vois pas l'utilité d'apporter cette précision superfétatoire.
Madame la ministre. Oui, je pense que l'objectif est vraiment de viser les chaînes industrielles qui contribuent au développement des énergies renouvelables. Et après, c'est une appréciation, mais la rédaction que nous avons retenue, chaîne de valeur industrielle, permet effectivement de couvrir l'ensemble de la chaîne industrielle qui contribue à ces filières dont je crois chacun appelle de ses voeux la recréation en France ou le renforcement en France. Après, on peut discuter, parce qu'on est dans l'épaisseur du trait entre gris clair et gris foncé. Moi, la recommandation que je fais en tant qu'ancienne ministre en charge de l'industrie, c'est effectivement d'avoir une vision chaîne de valeur et avoir une vision qui permette de justement ne pas laisser des briques technologiques de côté, parce qu'on sait que dans ce genre de choses, on risque d'avoir d'abord du contentieux. Alors, c'est une rédaction large, on ne va pas vous mentir, c'est une rédaction large, mais on ne va pas développer des chaînes de valeur autour de l'oil and gas, vous voyez, c'est pas l'objectif. On n'est pas sur les énergies fossiles, on est clairement sur des énergies décarbonées et on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça me paraît être une rédaction qui est conforme à l'esprit d'accélération du développement des énergies renouvelables et de réindustrialisation de notre pays et de maîtrise technologique de ces sujets. Et je crois savoir que c'est quand même des sujets sur lesquels on se retrouve collectivement dans cette salle. Nous avons 3 prises de parole. Monsieur De Courson, Monsieur Maquet, Madame Battistel. Monsieur De Courson. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, est-ce qu'on peut dire sont strictement et directement? Cette accumulation de strictement et directement, c'est un peu curieux, quoi. C'est soit strictement, soit directement, mais pas strictement et directement. Deuxième observation, sur le stockage. Vous pouvez avoir des cas où on stocke dans les mêmes réservoirs souterrains de l'énergie renouvelable et de l'énergie non renouvelable. Alors, comment ça sera traité, Madame la Ministre, dans votre texte? Parce que penser qu'il y aura des réservoirs purs d'énergie renouvelable et des stockages impurs, enfin une totale étanchéité entre le stockage de gaz renouvelable et du stockage de gaz non renouvelable, est-ce que c'est astucieux du point de vue de l'optimisation des outils industriels? Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'il faudra faire deux enquêtes au motif que c'est mixte? Donc tel qu'est rédigé le texte, il me semble, même dans le texte gouvernemental, si je puis dire, la mixité n'est pas autorisée. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas dire tout simplement majoritairement, au moins pour le stockage? C'est une question, hein. Monsieur Maquet. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour vous rappeler que dans mon propos liminaire, moi j'évoquais le fait qu'il fallait globalement que dans notre pays, on débureaucratise l'ensemble des procédures, qu'on simplifie les choses de façon à pouvoir accélérer la réindustrialisation de notre pays. Madame la Ministre, c'est ce que vous évoquez également. Donc le souhait des Républicains, ce serait qu'on étende davantage encore ces dispositifs de simplification de façon à ce que nos chefs d'entreprise puissent avoir de l'air et puissent développer leurs projets plus facilement dans notre pays. C'est bien à ça que l'on aspire collectivement, et donc c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on votera contre ces amendements. Madame Battistel. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, à plusieurs reprises, l'histoire nous a montré que quand on manquait de précision, quelquefois ça ouvrait des champs trop larges, et c'est bien l'objet de cet amendement. On veut s'assurer que tout ce qui sera fait développera bien, aura cet objectif d'accélération des énergies renouvelables et pas autre chose. Donc cette précision nous paraît quand même utile. Madame la Ministre. Non, mais je pense que le débat qu'on a, il est très clair, et Monsieur de Courson l'a dit avec une certaine malice, c'est-à-dire soit on est soit on laisse effectivement respirer le texte et on évite d'avoir à se poser la question de faut-il faire 60% d'une autorisation sur du stockage renouvelable et 40% parce qu'on a réparti entre 60 et 40% sur du stockage sur énergie gazière par exemple, parce que c'est l'état de notre mix énergétique à date, et du coup il y a un processus long et un processus court, donc ce qui est évidemment pas ce qu'on cherche. Donc soit on est simple et on est sûr d'éviter du contentieux et on accompagne les filières industrielles et on fait confiance à un moment aux acteurs pour accélérer le développement des énergies
renouvelables et l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais vous savez qu'il y a des composants du type compresseur, etc., qui peuvent être utilisés alternativement dans des énergies renouvelables ou sur d'autres types énergétiques. Et la rédaction que nous proposons, elle est suffisamment large pour effectivement couvrir les deux. Soit c'est... Non mais... Je vous réponds, soit effectivement réduit avec un risque de contentieux et effectivement, sur certains éléments de la chaîne, on aura la question de votre compresseur peut aussi être utilisé dans d'autres installations, par exemple une installation gazière, et donc vous repartez, vous faites quelque chose de compliqué en termes de d'autorisation. Moi, voilà, ma conviction, je la donne, c'est d'avoir une vision qui va dans le sens et évite de rentrer dans des risques de contentieux, qui fasse respirer nos filières industrielles, sachant que nos filières industrielles aujourd'hui, elles sont mobilisées au service de ce dont on a besoin dans notre pays, c'est-à-dire l'accélération des énergies renouvelables, et donc elles serviront les énergies renouvelables. Mais je ne veux pas avoir à découper des projets d'usines parce qu'il y aura 10% de la production qui partiront sur des opérations qui généreront un petit peu de CO2. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Je vous propose de mettre aux voix les amendements de cette discussion commune, les amendements identiques CD 336 et CD 800 qui ont reçu un avis défavorable du gouvernement et rapporteur. Qui est pour ? Qui est... Alors attendez. On reprend. Qui est pour ? 12. Qui est contre ? Ces amendements sont rejetés. Les amendements identiques suivants. Qui est pour ? Qui est contre ? Les amendements sont rejetés. Amendement CD 1109 présenté par monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Favorable. Je mets aux voix l'amendement CD 1109. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté. Amendement CD 485 présenté par monsieur Vulfranc. Retrait. Très bien. Avant d'attaquer les amendements identiques et conformément aux demandes des collègues, un message vous a été envoyé histoire de bien vous confirmer qu'à 21h30, nous recommencerons l'examen du texte de loi en salle des affaires économiques. Je n'y suis pour rien, c'est grâce au travail des administrateurs. Sur cet élan de joie, nous passons aux amendements identiques. Amendement CD 386, présenté par Madame Guettet. Non, Monsieur Lenné. C'est bon. Merci, Président. C'est à nouveau, c'est dans la continuité de ce qui a déjà été présenté. C'est un amendement pour préciser la liste des activités. Ici, il porte sur l'alinéa 15. Voilà, il ressemble au 336 que j'ai défendu tout à l'heure. Simplement, donc je redis pas les mêmes arguments, mais je vais en ajouter au moins un. Madame la ministre nous dit qu'il faut lui faire confiance sur la liste des activités et qu'elle concernera nécessairement les énergies renouvelables puisque le texte porte sur ce sujet. Moi, j'ai le souvenir qu'au mois de juillet, on a travaillé sur un texte sur le pouvoir d'achat et qu'on a quand même voté, enfin, quand je dis on, pas moi, pas mon groupe et pas ceux de la NUPES, mais la relance d'une centrale à charbon et l'installation d'un terminal méthanier pour accueillir du gaz de schiste américain au large du Havre. Donc voilà, moi, je veux bien qu'il y ait un peu de souplesse dans la rédaction des textes, mais voilà, la confiance est un peu limitée sur ce sujet. Amendement CD 1094 présenté par Monsieur Thierry, pardon. Merci, Monsieur le Président. En effet, comme l'a évoqué mon collègue, l'alinéa 15 prévoit que des simplifications pourront s'appliquer à des projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie. Mais cette rédaction, en effet, ne sécurise pas le remplacement de combustibles fossiles par des ENR, mais se limite à parler de production d'énergie. Et en effet, ça peut ouvrir la voie à des productions d'énergie peu vertueuses, donc on propose d'ajouter que le remplacement des combustibles fossiles doit se faire exclusivement au profit d'énergies renouvelables. Monsieur le rapporteur. Oui, je suis pour le coup pas certain que cette précision soit tout à fait utile. Elle peut être assez restrictive parce que voilà, on comprend bien l'idée que ça sera mieux disant. Et par ailleurs, comme on parle de combustible à gaz renouvelable, ça
C'est pas pour tout de suite, mais ça bloque l'hydrogène aussi, parce qu'il y a des, comme vous le savez, l'hydrogène est un combustible, donc du coup, ça bloque l'hydrogène nucléaire, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Madame la ministre. Oui, je rappelle que le nucléaire reste, après l'hydroélectricité, l'énergie la plus bas carbone dont nous disposons, et donc avant les autres énergies renouvelables. Je mets donc aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont rejetés. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement identique. CD 573 présenté par Madame Battistel. Collègues qui va le défendre. Très bien. Amendement CD 1125 présenté par Monsieur Delautrette. Oui, merci Monsieur le Président. Eh bien, on est dans la continuité et la logique qu'on cherche à avoir que d'encadrer la possibilité de bénéficier des mesures dérogatoires. Ici, ce qui est recherché, c'est véritablement que ces projets soient vertueux d'un point de vue écologique, donc en insérant le complément significatif à l'amélioration concernant les projets. Amendement identique CD 388 présenté par Madame Guettet. Eh bien Madame Meunier, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit encore une fois de préciser la liste d'activités afin de s'assurer qu'on reste dans le cadre de la transition énergétique et donc des activités qui soient bien favorables à la transition écologique. Et pour cela, on souhaiterait compléter l'alinéa 16 pour que l'amélioration de l'efficacité énergétique considérée soit à hauteur d'au moins 50% pour les projets concernés. Je vous remercie. Amendement CD 1095 présenté par Monsieur Thierry. Merci, Monsieur le Président. En effet, l'alinéa 16 prévoit que les simplifications pourront s'appliquer à des projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif l'amélioration de l'efficacité énergétique. Là aussi, l'objectif est trop peu précis parce que ça pourrait permettre des procédures simplifiées alors que des améliorations relatives à l'efficacité énergétique seraient superficielles ou cosmétiques. Il semble donc important de préciser une ambition minimum en ce qui concerne les améliorations destinées à optimiser l'efficacité énergétique. On propose donc de préciser que l'amélioration de l'efficacité énergétique doit s'élever à 50% au minimum. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un avis défavorable. Il y a un décret qui est prévu pour venir préciser. Là, on rentre quand même dans des niveaux de granularité qui sont justement du domaine du réglementaire, donc c'est prévu tel quel. Si votre inquiétude, elle peut se comprendre, c'est-à-dire une usine Céveso qui met un bourrelet sur un bas de porte, bon, on peut dire que ça a une amélioration énergétique, ça rentrerait dans le décret. Je vous rassure, ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'il y a un décret qui viendra bien préciser dans quel cas ça s'applique, à partir de quel niveau d'économie d'énergie ou même d'installation de puissance ça pourra avoir lieu. Mais donc voilà, en tout cas, il y a un décret qui est fait pour ça. Donc pour ces raisons, retrait ou le cas échéant, défavorable. Madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable également. D'abord parce que l'amélioration significative, bon courage avec le juge pour qualifier de significative, et l'amélioration de 50%, quel est le benchmark ou la référence. Je pense qu'à un moment, là encore, l'enjeu est d'aller dans une logique d'amélioration et de baisse de nos gaz à effet de serre. C'est très exactement ce que prévoit le texte. Donc c'est un avis défavorable. Je mets donc aux voix ces... Je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, nous voterons contre ces amendements qui continuent à complexifier le système, le dispositif prévu. Je vais donc mettre aux voix ces amendements en discussion commune. Les amendements identiques CD 573 et CD 1125 qui ont reçu des avis défavorables du gouvernement et rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont rejetés. Amendements identiques CD 388 et CD 1095. Avis défavorable du gouvernement rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont rejetés. Amendements identiques. Amendement CD 390 présenté par Madame Meunier. Oui, merci Monsieur le Président. Sur le même principe, afin de préciser encore les choses, cette fois-ci, cela concerne l'alinéa 17.
afin de donc la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues par cet alinéa 17, nous souhaiterions ajouter que cette diminution doit être à hauteur d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre, toujours dans l'objectif de s'assurer que ces projets s'inscrivent bien dans une logique de transition écologique. Amendement identique, amendement CD 1096 présenté par Monsieur Thierry. Oui, pardon. En effet, dans la continuité de ce que vient d'évoquer ma collègue, on voit en effet qu'il y a des simplifications qui pourront s'appliquer à des projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, ça demande reformulation et on propose donc de préciser que la diminution des émissions de gaz à effet de serre doit s'élever au moins 50%. Monsieur le rapporteur. Oui, conformément aux précédents amendements, moi je resterai sur un argument légistique, il y aura un décret qui viendra préciser ça, je pense que c'est du domaine réglementaire défavorable. Madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable et surtout lorsque vous regardez les trajectoires de décarbonation des sites industriels. Vous n'avez pas une seule opération qui fait moins 50%. Vous avez une suite d'opérations qui vont permettre de faire moins 50%. À coup, vous allez agir sur le four. La deuxième fois, vous allez récupérer les émissions de CO2 et les réinjecter dans le processus. Si vous regardez les feuilles de route des 3 plus grandes filières et les plus émissives, qui sont la chimie lourde, la métallurgie et le ciment, ce ne sont pas des opérations ont un coût. Et pourtant, c'est des opérations qui vont vous faire économiser des millions de tonnes CO2. Donc, ça ne peut pas être un avis favorable. Je mets donc aux voix ces amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ces amendements sont rejetés. Amendement CD 453, présenté par Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement rétablit le dernier alinéa dans sa version initiale en excluant les activités de valorisation énergétique des déchets du champ de l'article 1er. La France est très en retard sur ses objectifs de recyclage de déchets, comme l'explique un récent rapport de la Cour des comptes. Encourager l'incinération des déchets, comme le souhaitent les sénateurs, se ferait donc au détriment de ces objectifs. L'amendement exclut les projets de recyclage chimique du bénéfice de cet article. Les impacts potentiels sur l'environnement et la santé de ce projet sont trop élevés pour que soient accélérées les procédures encadrant leur développement. Ainsi, en juillet 2022, le Conseil national de l'emballage a appelé à la prudence sur les allégations environnementales relatives au recyclage chimique des plastiques. Ce recyclage émet 9 fois plus de gaz à effet de serre que le recyclage mécanique. Monsieur le rapporteur. Oui. Donc cet amendement revient sur une modification adoptée par le Sénat qui inclut donc ces valorisations de déchets dans le champ des activités bénéficiant. Monsieur Pain, je pense qu'on peut tous se dire ici qu'on n'arrivera pas à réduire les déchets à zéro d'ici demain. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces déchets ? Vous avez soit vous les valorisez énergétiquement, soit vous les enterrez. Tout le monde, je pense, partage votre souhait. C'est une ambition commune de réduire nos déchets. Vous avez, dans la mandature précédente, fait énormément sur le sujet. Je pense notamment à la loi AGEC. Donc je pense qu'il y a un travail important qui est réalisé sur ce sujet. Je pense qu'on partage tous cette ambition-là. Le bon déchet, c'est le déchet pas produit. Mais de là à ne pas valoriser des déchets qui sont aujourd'hui existants et qu'on a aujourd'hui sous les bras, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Et je ne suis pas certain qu'il y ait une mécanique d'incitation et que ça nous permette que ça nous désincite à mieux recycler si on les valorise autrement. Madame la ministre. Oui, effectivement, comme vous le savez, le Code de l'environnement dispose d'objectifs de valorisation énergétique des déchets non recyclables qui ne sont pas encore atteints. Et dans ce cas, la valorisation énergétique de déchets sous forme de combustible solide de récupération a toute sa place. Et vous le savez, nous avons un pourcentage de déchets non recyclables qui aujourd'hui, c'est factuel, c'est une question aussi de technologie, ça ne veut pas dire que demain ça ne changera pas, mais qui aujourd'hui est important. Et donc entre faire partir les déchets en décharge ou les valoriser énergétiquement, d'un point de vue environnemental, il n'y a pas photo. Et donc c'est pour cette raison que c'est une proposition de demande de retrait ou sinon avis défavorable. Madame Guettet. C'est bon. Merci Monsieur le Président. C'est pour venir en appui de cet amendement de mon collègue Jimmy Pain qui est très intéressant parce que
la question de l'incinération des déchets plutôt que leur recyclage, finalement, doit vraiment nous préoccuper à ce stade dans cette discussion du projet de loi. J'ai sur ma circonscription plusieurs incinérateurs de déchets. Je crois même qu'on capte sur ma circonscription environ 25% des déchets produits en Île-de-France. Et l'incinération est une vraie inégalité environnementale. Il y a eu des travaux de chercheurs sur cette question où en réalité, ça revient à produire une masse considérable de déchets qui sont brûlés, incinérés, toujours dans les mêmes endroits, c'est-à-dire notamment à proximité des quartiers populaires. C'est un autre type de nuisance que celui des périphériques, par exemple, mais ça rejoint là aussi la discussion qu'on pourrait avoir sur cette question des inégalités environnementales, parce que ça génère plusieurs types de nuisances, le passage de camions répétés, la pollution de l'air qui fait des milliers de morts, notamment en Île-de-France chaque année, et j'incite vraiment pour venir en appui de cet amendement, parce que seulement dire aujourd'hui on n'a pas d'autre solution, on serait d'accord, il ne faudrait pas produire de déchets, et on serait d'accord dans l'idéal, il ne faudrait pas les incinérer, ça me semble insuffisant dès lors qu'on aborde le sujet des énergies renouvelables et que l'incinération de déchets est aujourd'hui considérée comme entrant dans cette catégorie. Donc c'est pour venir vraiment en soutien de cet amendement. Monsieur Morin. Oui, ça me rappelle la discussion qu'on a eue sur le projet de loi sur le plastique porté par monsieur Pain il y a quelques semaines. Et cet amendement pose une vraie question qui est, et je rejoins ce que dit Madame Guettet, sur en effet les inégalités territoriales sur justement l'incinération des déchets plastiques. Toutefois, on a un problème, on a une difficulté sur ces activités de recyclage. Pour l'instant, les filières de recyclage ne sont pas créées, puisqu'on a demandé récemment aux industriels de se positionner sur du recyclage d'ici janvier 2024 de mémoire. Ce qui signifie que nous pourrions très bien revenir sur l'incinération des plastiques par l'interdiction des plastiques à usage unique dès 2024. Donc moi je pense que même si aujourd'hui cette situation est problématique, par rapport à ce que nous avons voté il y a quelques semaines et la loi AGEC, je pense que le problème pourrait être réglé en 2024, mais le problème c'est que cette disposition poserait une difficulté sur ce laps de temps pour les industriels, pour savoir ce qu'on fait des déchets plastiques qui sont existants. Et malheureusement, le risque, c'est que des solutions alternatives, voire délictuelles, puissent être trouvées pour rejeter les déchets plastiques. Donc cet amendement, sur sa philosophie, nous plaît, mais il me semble être une fausse bonne idée, considérant les impacts potentiels qu'il pourrait avoir. La parole est à la ministre Bateau. Merci, Monsieur le Président. Là, la discussion qu'on a, c'est quelles activités sont dans le périmètre des dispositions de l'article 1er sur les procédures applicables à la volonté d'améliorer le traitement des projets d'énergie renouvelable. Pardon, mais dire qu'on fait rentrer là-dedans les activités d'incinération du plastique qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et qui posent des problèmes de santé publique majeurs, là, soyons sérieux. Donc nous soutenons 1000 fois l'amendement de notre collègue Pain, qui est un amendement de bon sens. Donc le but n'est pas de ravoir tout un débat là sur la gestion des déchets, etc. C'est de dire qui est dans le cadre un peu exceptionnel dont on est en train de discuter là. Et la réponse, c'est le recyclage mécanique, oui. Le recyclage chimique, le recyclage, soi-disant recyclage, je mets des guillemets, par incinération, non. Bien sûr que non. Parole est à Charles de Courson. Oui, mes chers collègues, je pense que Madame Bateau a raison. Parce que dans le texte dont ces amendements essaient de le modifier, on nous dit, notamment dans l'alinéa 18, ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique. Est-ce à dire que s'il y a un tout petit peu de production énergétique, il bénéficierait de cette nouvelle procédure? Ça me paraît pas conforme même à l'objet même de la loi. L'objet de la loi, c'est pas le développement des incinérateurs. Voilà, et le notamment, alors vous savez, il y avait un petit manuel du bon législateur. Alors notamment, c'est toujours à proscrire. Toujours. Parce que notamment, ça ne veut pas dire grand-chose. Il suffit qu'il y ait 1%, on dira, notamment.
il y a 1-2%, bon, voilà. Et je ne pense pas que ça soit l'esprit du texte. Donc, moi, je pense que Mme Bateau a raison. Hein, et elle devrait d'ailleurs déposer un amendement de suppression de l'alinéa 18. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le rapporteur, mais là, je pense qu'on dérive complètement. Sur ces conseils légistiques, on va laisser la parole à M. Vattin. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je ne crains que cet amendement ait un effet contre-productif et qu'au lieu d'avoir un effet de dissuasion de valorisation énergétique, il ait un effet de dissuasion et de réalisation d'autres systèmes pour se débarrasser des déchets. Et je pense aussi qu'il y a d'autres façons d'inciter les collectivités locales à mettre en place des systèmes autres que l'incinération brute. Et je vous invite à regarder ce qui se fait dans le département de l'Oise notamment, où depuis 25 ans, on a entrepris des démarches pour trouver des systèmes, et ça évolue sans cesse, afin de ne plus mettre à l'incinération des déchets dont on peut trouver aujourd'hui d'autres voies de recyclage. Et je ne pense pas que cet amendement-là puisse amener à des incitations à l'amélioration des centres de tri. Monsieur Fournier. Oui, non, je voulais moi aussi venir en soutien de cet amendement et redire que alors, non seulement l'incinération pose des problèmes d'inégalité territoriale, mais c'est en plus contradictoire avec la prévention. C'est-à-dire que le modèle économique de l'incinération invite à aller d'avoir toujours plus de déchets et que cette valorisation énergétique pose de véritables difficultés et ne fait pas progresser la prévention en matière de gestion des déchets. Donc tout à fait favorable à cet amendement et l'argument développé par Delphine Bateau en rajoute sur la position qui est la nôtre. Et enfin, pour clôturer ces débats, la parole est à Jimmy Pain. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, cet amendement, je l'avais déposé parce qu'on s'est déjà battu il y a un mois sur la fin du petit polystyrène en emballage alimentaire qui ne peut être recyclé qu'en recyclage chimique. Et ce recyclage chimique ne fonctionne pas. Ça fait des années qu'on essaye de le faire partir, ça fait des années qu'on essaye de mettre en place des filières, les Américains ont arrêté, les Anglais ont arrêté, nos entreprises doivent le faire avant le 1er janvier 2025. Il n'y a rien encore d'ouvert pour ce recyclage chimique dont on sait qu'en plus c'est même pas du recyclage parce que c'est du recyclage par le bas, c'est un recyclage définitif qu'on arrive à faire. Donc c'est pour ça que j'avais déposé cet amendement, pour essayer encore une fois de fermer la porte au recyclage chimique dont on sait que ce n'est pas une bonne forme de recyclage. Et encore une fois, les Américains, les Anglais, les Portugais, les Danois sont sortis de ce type de recyclage. Madame la Ministre. Oui, alors pardon, hein, je pense qu'on est en train de mélanger à peu près tous les débats, si je puis me permettre. D'abord, le combustible solide de récupération, la définition, c'est des déchets non dangereux, non valorisables, sous forme matière dans les conditions technico-économiques actuelles. Donc ce n'est pas des dossiers, ce ne peut pas être des déchets qui sont recyclables. Ce n'est pas la définition. Donc vous avez une alternative ensuite, dès lors que ça ne peut pas partir dans la filière de recyclabilité, c'est soit vous les enfouissez, soit vous les valorisez énergétiquement en substitution des énergies fossiles. Moi, je pense qu'à un moment, il faut être sérieux sur ces sujets-là. Sur l'incinération, ça n'enlève rien au débat que vous mentionnez sur l'incinération. Oui, il y a des vieilles installations d'incinération. Mais le CSR, c'est une norme. Vous avez des limites d'émissions sur un certain nombre de volets, le chlore, etc. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi en incinération. On ne va pas faire un débat sur l'incinération, qui est un sujet plus général et plus large, en pointant la partie moderne et environnementalement vertueuse de la valorisation énergétique de déchets non recyclables. Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Donc je me permets d'insister en disant que c'est un avis défavorable. Chers collègues, normalement, après la ministre, on passe au vote. Mais je vois que ça suscite un peu de débat. Charles de Courson et puis... Je comprends votre argumentaire, Madame la Ministre, mais on est dans un texte sur les énergies renouvelables. Est-ce que ce qui est produit est une énergie renouvelable? La réponse est non. Si, c'est en substitution du fossile. Eh bien, c'est pas une énergie renouvelable. C'est pas parce que c'est en substitution du fossile que c'est une énergie renouvelable. Voilà, c'est tout. Et que ceci relève, il y a tellement d'histoires sur les incinérateurs, si vous voulez. Avoir une procédure accélérée sur l'incinérateur, je ne pense pas que ça soit raisonnable. S'il vous plaît, juste, Monsieur Cosson, pour terminer, et après on passe au voix. Ça va peut-être éclairer certains. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, nos flux CSR
prennent les bateaux depuis nos ports pour rejoindre soit la Suède ou soit le Portugal et alimenter en énergie les bâtiments à l'extérieur. Et aujourd'hui, je ne crois pas que la filière de bateaux ait encore une énergie non renouvelable pour pouvoir transporter ces flux CSR. Donc ça, c'est une réalité auquel on est confronté tous les jours. Et tous les jours, il y a des ports, des bateaux entiers qui partent avec nos flux CSR pour chauffer les bâtiments suédois sous la forme d'énergie renouvelable. C'est la chaleur fatale. Hein. Donc en fait, c'est la récupération de chaleur fatale, si vous voulez. Donc je suis désolée. Bah oui, mais ça rentre bien dans une politique de décarbonation de notre pays. Et avec la valorisation de déchets qui ne peuvent pas être valorisés autrement. Donc je me permets de préciser ces points. Je pense qu'ils sont utiles pour la bonne compréhension des enjeux dont nous discutons. Le débat a pu avoir lieu. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 453 qui est pour. Qui est contre? L'amendement est adopté. Amendement CD 539 présenté par Emmanuel Maquet. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement là d'ouverture du processus de cet article 1 et je rappelle dans l'exposé que grâce à l'énergie nucléaire dont s'est dotée la France, réindustrialiser notre pays permet de lutter, vous le savez, contre les émissions de carbone au global. Produire en France, c'est produire avec moins de carbone que partout ailleurs. À ce titre, la réindustrialisation de notre pays n'est pas seulement un devoir moral pour créer de l'emploi, c'est un devoir environnemental. Donc je vous propose d'ouvrir le dispositif que l'on vient d'évoquer et d'y inclure l'ensemble des projets industriels de façon à faciliter en quelque sorte la réindustrialisation de notre pays. Je l'avais évoqué dans le propos liminaire hier. Monsieur le rapporteur. Oui, cet élargissement du champ de l'article 1 me paraît un peu trop vaste, si je peux me permettre, et quand même assez difficile difficilement opérant, hein, parce qu'il faudrait calculer dans quel pays, quel est l'impact réel. Enfin voilà. Globalement, je ne suis pas certain que ça rentre dans le champ d'application qui est le nôtre aujourd'hui, donc à ce titre-là, défavorable, monsieur Maquet, même si je comprends l'intention initiale. Madame la ministre. Oui, l'ancienne ministre de l'Industrie que je fus aurait pu soutenir cet amendement, mais plus sérieusement, on est effectivement là, on va complètement dans la crainte de Madame la députée Battistel et d'autres, c'est-à-dire que là, on est en dehors des clous. On fait tout projet industriel, parce que par construction, un projet industriel qui vise à empêcher une délocalisation, c'est à peu près 90% des projets industriels, puisque c'est rare d'avoir une usine qui exporte à 100% sa production. Donc voilà. Donc, pour ces raisons, ça sera un avis défavorable pour une raison de, je dirais, cohérence du texte. Je mets donc aux voix cet amendement CD 539 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Je mets aux voix l'article 1 qui est pour, qui est contre. Cet article 1 est adopté. Article additionnel après l'article 1, amendement 1070 présenté par Monsieur Vermorel-Marquez. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à devancer le procès en ringardise qu'on pourrait nous faire sur la question des énergies renouvelables. Nous aurions aimé trouver des accords avec le Parlement sur ces sujets-là. Malheureusement, le vote conforme nous en empêchera probablement, mais cet amendement vise notamment sur la question de l'énergie solaire sur laquelle nous sommes très ouverts, à la fois garantir pour les porteurs de projets qu'aucune pièce complémentaire ne pourra leur être demandée si le dossier est jugé complet dans un délai d'1 mois et qu'on instruit le dossier dans un délai de 12 mois, donc ce qui vise encore à accélérer davantage sur la question de l'énergie solaire. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Vermorel-Marquez. C'est un objectif qui est partagé, donc je vous remercie de l'avoir dit aussi clairement. Concernant l'autorisation d'urbanisme, puisque c'est là dont on parle sur le solaire, votre amendement il est satisfait, puisque le délai de la phase d'examen et de la complétude de dossier est déjà d'1 mois. C'est l'article, je vous donne la référence, R23-38 du Code de l'urbain. 423-38, pardon Madame la Ministre. Et donc le délai d'instruction qui peut varier ne dépasse pas 12 mois. Voilà. Donc à ces deux titres-là, il est satisfait. Donc demande de retrait. Madame la Ministre.
Oui, il y a les deux sujets. Donc, il y a le R423-38 qui prévoit bien un délai d'1 mois pour la complétude de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme et le R423-18 sur les délais d'instruction applicables au projet qui, dans tous les cas, est inférieur à 12 mois, sauf lorsque l'attente des conclusions d'une enquête publique en suspend le cours. Donc, c'est une demande de retrait ou avis défavorable. Alors, on a juste des prises de parole avant de vous laisser la parole, Monsieur Vermorel-Marquez, Madame Bellucco et Monsieur Le Seul. C'est bon pour vous, Monsieur Le Seul. Monsieur Vermorel-Marquez. Amendement retiré. Très bien. Amendement CD 574, présenté par Monsieur Bertrand Petit, Monsieur Le Seul. Oui, merci Président. Cet amendement vise à soutenir financièrement les réserves de biosphère. C'est un amendement d'appel puisqu'il demande un rapport. Mais vous le savez, ces réserves sont des territoires désignés par l'UNESCO qui concilient soutenabilité, conservation de la biodiversité, adaptation et atténuation du changement climatique. Nous avons 16 réserves en France qui couvrent 11 millions d'hectares, qui couvrent à peu près qui concernent 3,2 millions de personnes. Et cependant, ces réserves, en fait, ne reçoivent quasiment aucun soutien direct de l'UNESCO et pas de l'État français. Donc, il y a bien un soutien indirect de l'Office français de la biodiversité de 150 000 € qui permet juste à l'association Man and Biosphere de financer 3 ETP. Mais il faut envisager un meilleur financement de l'animation de ces réserves et donc un appui pérenne de MAB France, et c'est l'objet de cet amendement qui propose donc un rapport. Je ne vais pas vous lire cette proposition rédactionnelle, mais il est bien prévu d'avoir une étude qui nous permettra de consolider et de rendre pérenne le financement de MAB. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Le Seul, écoutez, donc c'est un amendement d'appel, donc je pense que l'appel sera entendu par qui de droit. Sur le fond de l'amendement, donc du coup le fait d'avoir un rapport sur l'application de la présente loi, donc du coup c'est un peu de la même manière que j'ai répondu à Monsieur Meurin, donc on aura évidemment une évaluation à 6 mois et à 3 ans des impacts de la loi. Et puis par ailleurs, cette loi, comme vous le savez, s'applique vraiment au champ, on s'intéresse au champ de l'autorisation environnementale. Et donc toutes les autorisations environnementales, comme vous le savez, font lieu à une évaluation environnementale dans ce cas précis. Et donc du coup, en fait, on surdocumente déjà l'impact sur la biodiversité, et tant mieux, je comprenez bien mon propos. Donc je ne suis pas certain qu'un rapport viendrait peut-être agréger l'ensemble des rapports d'évaluation, mais en tout cas, voilà, c'est à ces deux titres-là défavorable, même si j'entends parfaitement votre appel qui est tout à fait louable, Monsieur le député Le Seul. Madame la ministre. Oui, ce sera un avis défavorable également, mais comme c'est un amendement d'appel, je comprends donc que vous devriez vous satisfaire d'un rapport de l'IGEDD et de l'IGF qui sera prochainement rendu au gouvernement alors il est plus large que votre préoccupation puisqu'il est sur l'ensemble des aires protégées et sur la question de leur gestion, de leur financement. Donc je pense que vous pourrez nous interroger sur les conclusions de ce rapport qui devrait répondre à votre amendement d'appel. Demande de retrait. Madame Meunier. Oui, merci Monsieur le Président. Pour soutenir l'amendement de mes collègues socialistes, puisque même si c'est un amendement d'appel, je trouve que finalement ce rapport qui évalue l'impact en matière de biodiversité de ce changement de loi ne sera pas de trop, car en réalité, si on veut vraiment être dans une dimension de transition écologique, il nous faut ne pas reproduire les erreurs du passé et ne pas considérer qu'on ne réfléchit pas aux conséquences de ce qu'on emploie, aux impacts des projets qu'on va mettre en œuvre. Et donc, il est très important de prendre en compte l'impact de la biodiversité sur tous les changements qu'on va faire et de cibler sur ces réserves de biosphère et sur les moyens financiers qui pourraient être mobilisés par l'État pour compenser les impacts. Je pense que c'est en réalité un angle très intéressant. Et bien sûr, ça pourrait aussi nous apporter des éléments sur les moyens financiers à ajouter dans les différents services de l'État, parce que c'est bien là, justement, si on veut concilier à la fois la mise en place de nouvelles énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité, il va nous falloir plus de monde sur le terrain, plus de monde pour faire les évaluations, car ce n'est pas en réduisant les délais qu'on va réussir à faire mieux, c'est en ayant plus de force humaine sur les sujets. Je vous remercie.
Monsieur Vermorel-Marquez et après Monsieur Villefranc. Merci Monsieur le Président. Au même titre que nous vous avons demandé il y a quelques jours une mission d'information sur les accords de Paris, ça nous paraît intéressant que le gouvernement puisse nous remettre ce rapport dans un délai d'1 an. C'est la raison pour laquelle je voterai favorablement à cet amendement. Demande de mission d'information qui sera discutée en réunion de bureau. Monsieur Villefranc. Oui, nous soutiendrons cet amendement dans la mesure où nous vous demanderons, après l'article 4, la faculté de créer un observatoire de suivi en matière de biodiversité. L'ensemble des associations, je lisais même vos propres services, l'EFB, qui indique qu'il y a une nécessité absolue de mesurer précisément et de consolider les outils d'évaluation en matière d'incidence, quelle qu'elle soit, sur les sols, sur les paysages, sur bien sûr la biodiversité des installations ENR. Donc dans l'attente de la présentation de cet amendement, bien évidemment, nous ciblerons là avec satisfaction un soutien à cet amendement. Monsieur Taché de la Pagerie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, évidemment, on viendra en soutien de cet amendement que vous appelez amendement d'appel, parce qu'effectivement, nous avons une attente criante, nous, sur le terrain, de capacité de subvention et de financement. En tant que député de Camargue, je ne ferai pas l'économie de soutenir mon collègue socialiste sur cet amendement dont nous avons... Et pour le reste, et le reste des zones humides, biosphère, Natura 2000, on ne peut pas se contenter de déclarations d'intention, même si je sais que le gouvernement est attentif à toutes ces questions-là. Donc mon groupe viendra en soutien à celui de mon collègue socialiste. Tous les collègues ont pu s'exprimer, monsieur le rapporteur. Oui, je vais apporter deux précisions. Ce n'est pas un amendement fondamental, comme vous l'avez compris, c'est un amendement d'appel avec... je vais préciser deux choses. La première, c'est que ce que demande cet amendement, c'est un rapport au bout d'1 an, et j'ai déjà longuement répondu à M. Meurin sur l'inopérance d'une telle pratique, puisqu'on parle de projets qui durent très longtemps. Ça, en 1 an, on fera sortir aucun projet, donc on n'aura aucun recul. Enfin, vous allez faire un rapport sur des projets qui ne seront pas sortis, puisqu'ils ne seront pas impactés par les procédures que nous venons de voter. Ça, c'est juste sur la partie cohérence. Donc ce que j'ai dit à M. Meurin, je suis malheureusement obligé de le répéter maintenant. Le deuxième, c'est qu'il existe un programme biodiversité dans notre projet de loi de finances. Je veux dire, il satisfait pour moi en immense partie, monsieur le seul, vos demandes concernant ces sujets-là. Je veux dire, on a un programme dédié du projet de loi de finances sur la biodiversité, sur les ETP qui y sont liés, sur ces missions. Et donc, fondamentalement, vous trouverez, j'en suis certain, les réponses à vos questions dans ce programme-là. Et enfin, je finis. Effectivement, on aura une discussion un peu plus tard dans le projet de loi, qui pour le coup, je suis certain qu'on aura des débats longs dessus. Mais donc, du coup, attendons peut-être ce moment-là. Donc, c'est encore une fois une demande de retrait pour à la fois l'inopérance du rapport, à la fois la présence d'un rapport spécifique dans le projet de loi de finances, et à la fois le fait qu'on aura à nouveau la discussion précisément sur les sujets biodiversité un peu plus tard dans le texte. J'essaie d'être le plus constructif possible depuis le début, mais là, vraiment, cet amendement me paraît satisfait et pas forcément tout à fait utile. Madame la Ministre. Oui, je crois que tout le monde a conscience que ce n'est pas un amendement très opérant. Après, chacun le votera en âme et conscience, et on rendra un rapport qui constatera au bout d'1 an qu'il n'y a pas eu d'impact sur la biodiversité, puisque les projets concernés par l'article 1 ne seront pas encore sortis. Monsieur Le Seul. Sur les réserves de biosphère, puisque vous savez qu'il y en a 17 qui sont constituées, je ne suis pas bien sûr que tout le monde dans cette salle sache où elles sont. Alors, il y avait monsieur Delautrette et monsieur Le Seul. Oui, mais vous l'avez bien compris, derrière cet amendement d'appel, moi j'entends qu'effectivement on dispose de données, etc. Mais c'est plus préfigurer des discussions à venir, et en actant aujourd'hui le fait qu'on dresse ce bilan, nous garantit que cette discussion des moyens alloués sur cette question-là aura bien lieu au moment de la discussion sur la loi de finances. Mais vous comprenez l'objectif de notre amendement. Alors avant de laisser la parole à Madame la Ministre, Monsieur Le Seul. Oui.
Merci simplement, Président, pour dire que ce n'est pas un amendement ni à 3 milliards ni à 170 millions. C'est un amendement, vous l'avez bien compris, qui vise à faire un rapport, mais le rapport, il vise aussi à étudier, comme on l'a dit tout à l'heure, les modes de financement pour l'ensemble des réserves de biosphère. Donc ce n'est pas un amendement superfétatoire et il ne me semble pas aujourd'hui satisfait. Et si dans un an, lors de la rédaction de ce rapport, il s'avère que globalement, il y a des rapports intermédiaires ou des rapports plus larges, comme les jeux que vous avez évoqués tout à l'heure, qui ont couvert la réponse à la question, eh bien très bien. Mais ça ne rend pas cet amendement superfétatoire. Merci. Avant de passer au vote, Madame la Ministre. Non, c'est bon. Très bien. Je vous propose de passer au vote sur cet amendement. CD 574, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Mes chers collègues, je vous propose de nous retrouver à 21h30 en salle des affaires Éco pour continuer sur l'article 1 bis.